Salut les Pixel Addicts, ici Benel et on se retrouve pour les news du lundi. On commence tout de suite avec DP Review qui nous donne un sondage selon lequel les photographes de mariage ne passeraient que 4% à faire des photos. La plupart de leur temps serait passé à de l'editing, faire de la prospection, de la communication, tout ce qui a trait à faire tourner une entreprise en fait. 4% ça me paraît un peu, ça me paraît quand même peu. J'aurais pensé que c'était plus vers les 10-15%. Ça doit dépendre des photographes, mais je suis pas étonné que ça soit très bas. Souvent on pense que le photographe il vient et il a fini sa journée une fois que le mariage est fini. Mais en fait, pour lui, il y a beaucoup plus de travail à côté que de actuellement faire les photos. Vous avez tout ce qui est le démarchage, de rencontrer les clients avant, pour la photo de mariage notamment. Vous avez tout ce qui est l'editing, donc choisir les photos. Quand vous en faites quelques milliers, bah, ça prend un peu de temps de toutes les passer en revue. Après, certains photographes font de la retouche sur leurs images. Donc il y a aussi ce temps-là, il y a le temps de développement, et après il y a le temps de passer les commandes avec les mariés, et après tout ce qu'il y a d'administratif, hein, parce que tout business a une partie administrative qui est quand même généralement assez conséquente. Donc je suis pas vraiment surpris que seulement 4% de leur temps soit à la prise de vue, le reste soit à faire autre chose. Alors la partie editing me paraît bien grosse sur leur sondage. Je pense qu'il y a un problème d'optimisation du workflow, mais à part ça, c'est, je pense, assez correct. On continue avec l'homographie. L'homographie, c'est une boîte qui fait dans le film, qui est spécialisée dans ça, et généralement dans les appareils peu chers et avec un aspect un peu fun. Le ultra propre, ultra soigné n'est pas vraiment ce qui est recherché, mais un côté esthétique affirmé, généralement avec des appareils vraiment pas chers, avec des optiques en plastique, des corps en plastique que vous pouvez trouver et qui sont parfois jetables carrément, qui sont généralement pas chers aussi. Ils ont sorti un boîtier qui va vous rappeler, pour les plus vieux, ceux que vous donnez vos parents quand vous partiez en vacances. Ces petits boîtiers jetables où on envoyait carrément tout le boîtier se faire développer. Quand j'ai travaillé dans un Minlab, on en avait pas mal, où en fait vous éclatiez le boîtier en deux pour sortir la pellicule et pour la développer. Celui-ci est un peu différent puisque celui-ci sera rechargeable. Donc vous ne jetterez pas le boîtier quand vous aurez fini vos photos. Il est plus classique en ce sens-là, mais il reprend vraiment l'esprit du jetable où vous avez une seule optique qui ne bouge pas, où vous avez un déclencheur en plastique, et ils ont rajouté un petit porte-filtre qui vous permettra d'avoir des effets et de mettre de la couleur sur vos images. C'est assez sympa. Les films iront entre 100 et 400 ISO. Il marchera avec une seule batterie AA, donc oui, ce qui sert généralement au petit flash intégré. Comme vous pouvez le voir, les images sont pas mal pour un petit boîtier en plastique. Le prix de vente sera aux alentours de 22,90 dollars, donc je pense vers les 25 euros une fois arrivé en France. C'est pas mal de pouvoir, par exemple, si vous avez un enfant qui part en vacances, donner un boîtier comme ça qui ne coûte pas trop cher s'il le perd ou s'il l'éclate, et qui lui permettra de se faire plaisir à faire des photos. Alors, ses camarades risquent de se moquer de lui s'il a déjà un portable. Clairement, ça fait double emploi qui est pas très utile. Mais s'il n'a pas encore de portable, mais vous voulez quand même qu'il puisse ramener des photos, ça peut être intéressant. Fujifilm, on parle toujours de film. Fujifilm avertit les personnes qui achètent des Instax mini de faire attention aux scanners des aéroports. Le problème des scanners des aéroports, c'est que les tout derniers ont un spectre infrarouge très étendu dans leur scanner, et certains films, ils sont sensibles. Donc si vos films ne sont pas encore développés, bah, ils pourraient alterner le film. Dans le passé, on utilisait des sacs pour empêcher que l'infrarouge vienne abîmer le film. Je ne sais pas si pouvez toujours en trouver. Vous pouvez toujours demander à ce qu'il ne passe pas dans le scanner, mais vous devrez les sortir et les montrer pour que la douane vous laisse passer avec. Tilta a sorti une mini Matbox, un mini follow focus. Il les a sortis à des prix pas chers. C'est du tout plastique. Un follow focus, généralement, vous payez ça entre 250 et 750 euros pour un follow focus manuel, hein. Ça peut même aller plus loin pour certains follow focus professionnels.
C'est pas mal d'avoir, un follow focus à ce prix-là, que, les vidéastes, amateurs qui commencent à se faire la main en vidéo puissent toucher à du matériel comme ça. Pour un follow focus de poche, comme vous pouvez le voir avec la main à côté, c'est vraiment un petit follow focus. Ça peut être pas mal en dépannage. La Tiltabox, elle, elle se vise directement sur l'objectif. Elle doit être assez légère, je pense, vu qu'elle doit être en plastique et carbone. Le problème de ces mini Matbox, c'est que bah, vous mettez un filtre et puis c'est tout. Si vous voulez mettre plusieurs filtres, comme un filtre de densité neutre et un filtre d'effet, vous ne pourrez pas. Donc ça peut être utile, mais ça a ses limitations qu'il faut connaître avant de l'acheter. Par contre, c'est vrai qu'elle est pas chère, hein, 100 € pour une box, c'est vraiment pas cher. On enchaîne avec Phil Bloom. Phil Bloom qui est un vidéaste qui a 30 ans de métier, euh, qui est assez connu du monde de YouTube et du monde du reportage. Euh, Niveau technique, c'est l'une des personnes les plus calées au monde côté vidéo. Si vous parlez anglais, je vous recommande vivement sa chaîne YouTube avec ses chats. Il est assez connu pour ça. Où il vous explique de son ton anglais qui est assez agréable à entendre. La technique en vidéo et où il fait des tests de matériel aussi, c'est vraiment pas mal. Là, il sort un cours magistral de 7 heures pour les photographes qui voudraient se mettre à la vidéo. Donc, si vous vous y connaissez bien en photo, mais que vous voulez vous mettre à la vidéo professionnellement et que malheureusement vous avez besoin d'une mise à jour sur les connaissances que vous avez besoin, que vous allez avoir besoin pour la vidéo, son cours coûte 200 $. Pour la qualité de son enseignement, c'est pas cher, clairement. Omnivision a lancé un nouveau capteur de 1,7 pouces. Alors, pourquoi c'est super intéressant qu'une autre marque que Samsung ou Sony sorte un capteur? Ça fait plus de choix et ça va faire peut-être baisser un peu les prix. Et c'est toujours bien qu'il y ait de la concurrence sur un marché pour pousser à l'innovation, tout simplement. Donc son capteur qui fait apparemment du 10 bits, qui est assez nouveau pour un capteur de téléphone portable, euh, va jusqu'à 64 millions de pixels. C'est beaucoup. C'est un nouveau capteur qui est prometteur. J'attends de voir ce qui va en sortir et quelle marque va l'utiliser. Elle fait apparemment aussi de la 8K en 30 fps, sachant que pour faire de la 8K, il faut 33 millions de pixels. Donc c'est pas étonnant. À voir ce que ça donne. Et enfin, dernière news, on enchaîne avec le dernier micro USB de Rode qui s'appelle le NT USB Mini. C'est un petit micro de voyage qui va vous permettre, si vous faites du podcast en mouvement, de brancher votre micro et de faire ça. En fait, il est assez petit et il se plug sur une base via un aimant. Euh, mais vous pouvez le retirer de la base et le brancher sur une perche à micro, comme celle que j'utilise ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Si vous le laissez sur la table, le problème c'est que la distance entre le micro et votre bouche sera d'à peu près 50 à 60 cm et plus selon votre taille, ce qui est un peu éloigné. La distance idéale, généralement, c'est entre 20 et 30 cm max. Je vais vous montrer ce que ça donne sinon. Ça va faire un peu ça. Si vous êtes à peu près 60 cm, 70 cm de la table, c'est moins bien que si vous êtes ici à 30 cm, sans être collé non plus. Donc là encore, moi j'ai un compensateur sur mon micro qui me permet de m'éloigner un peu ou de me rapprocher un peu sans que vous ayez trop de différence. C'est une chose à savoir. Je ne sais pas non plus ce que va donner les vibrations quand vous tapez sur la table, si vous allez les entendre dans le micro ou pas. Ça serait très intéressant si j'arrivais à l'avoir pour pouvoir vous faire un test dessus. Le prix va être dans les 100 €. Il fait à 600 grammes avec la base. Donc il doit en faire, je pense, dans les 350, 400 sans la base. C'est du cardioïde, donc c'est-à-dire qu'il va rejeter les sons qui sont derrière le micro et il va garder que ceux qui sont devant à peu près à 180 degrés. Niveau de pression acoustique 121 dB, donc vous pourrez faire du chant avec. Filtre pop intégré. Le filtre pop, c'est ce que vous voyez par exemple ici, là.
C'est le filtre qui permet de bloquer les coups de vent qui sont induits par les plosives, comme les P, les B, sans le filtre pop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment la membrane qui se fait bouger par un coup de vent direct au lieu d'être bougée par l'onde sonore. Donc voilà, tout simplement. Celui-là est très efficace, c'est du métal. Donc voilà, c'est un petit micro qui doit être assez sympa quand vous partez en déplacement et que vous avez besoin d'enregistrer un podcast. Vous avez un retour direct du son, donc sans délai, ce qui est pas mal. Voilà, c'était les news du lundi. On se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines news. D'ici là, créez bien et amusez-vous. Ciao!